Honnêtement, je suis choqué. Vous avez complètement explosé les pouces bleus et la vidéo a explosé. C'est vraiment un truc de ouf. Vous avez vraiment kiffé la partie 1 de la vidéo, j'ai codé Instagram en 72 heures et aujourd'hui on s'attaque à la partie 2. Bon, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien juste ici, mais voici un bref récap de ce qu'on a fait dans la première partie. On a donc codé le socle de l'application avec une architecture clean code, on a développé les posts, le fil d'actu et les stories, qui nous ont bien fait galérer d'ailleurs quand on a dû gérer le flux de la caméra, mais ça je vous laisse aller voir dans la première vidéo. Mais tout ça c'était en local, c'est-à-dire que toutes les données restaient sur l'appareil et n'étaient pas échangées avec un serveur. Et c'est justement à ça qu'on va s'attaquer dans cette vidéo. Mais juste avant, donnez-moi en commentaire le nom d'une application que vous aimeriez me voir coder dans une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse 10 secondes pour poster le commentaire et pendant ce temps-là, intro. Dans cette vidéo, on va avoir 3 objectifs principaux. Le premier, configurer le serveur. Moi, j'ai utilisé Firebase, mais je vous en reparle juste après. Le deuxième, ça va être de créer un lien entre l'application et la base de données stockée sur le serveur. Et pour finir, on va gérer l'authentification des utilisateurs pour qu'on puisse se connecter à l'application via son mail et un password. Pour la partie serveur, on avait plusieurs solutions possibles. Moi, je me suis tourné vers Firebase. Pourquoi? Parce que c'est simple, gratuit et facile à configurer. Et en plus, il est directement compatible avec le Swift, c'est-à-dire qu'il existe un pod, donc en gros, c'est une librairie dans laquelle on a déjà toutes les fonctions qui permettent de faire le lien entre l'application, donc avec des fonctions en Swift, et le serveur. Et donc ça, forcément, ça nous permet d'économiser pas mal de temps. Et en fait, grâce à ces fonctions, on va directement pouvoir communiquer avec la base de données, c'est-à-dire écrire des données, lire des données, modifier des données, etc. etc. Tout ça, c'est déjà prévu dans le pod, c'est-à-dire dans la librairie. Donc dans un premier temps, j'ai dû configurer le pod Firebase sur mon projet Xcode pour pouvoir justement communiquer avec la base. Alors pour le design des deux écrans de login et de sign up, donc d'inscription et de connexion, ça honnêtement c'est allé très vite, en une demi-heure c'était réglé. Mais en vrai ça m'a pris un peu plus de temps que ça parce que je voulais développer quelque chose d'assez propre. On voit que le text field, c'est-à-dire le champ de texte ainsi que les boutons sont les mêmes aussi bien pour l'écran sign up que login. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai créé deux classes, custom text field et custom button, qui m'ont permis justement de coder le design une seule fois et d'utiliser ce text field et ce bouton à plusieurs endroits dans mon application. Et en fait c'est un truc qu'on peut facilement oublier quand on essaye de coder une application assez rapidement, c'est de créer des vues génériques et d'essayer de factoriser son code pour justement gagner du temps sur le long terme, c'est un peu de l'investissement, et surtout avoir quelque chose de plus propre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce genre de technique pour améliorer son code, je les partage avec vous dans nos formations. Notamment dans ma dernière formation qui vous apprendra à créer des applications iOS en SwiftUI, donc c'est ce que j'ai utilisé pour Instagram. Et grâce à celle-ci, vous allez être capable de créer votre première application pour iPhone, pour iPad, pour WatchOS et même pour macOS, sur tous les environnements d'Apple. Et en plus, je vous le dis, mais c'est un secret, il y a un énorme code promo dans la description juste pour vous. Bon, maintenant il faut passer à la création de la base de données pour pouvoir justement enregistrer des données comme les posts, les stories ou encore les commentaires postés. Et pour ça, avec Firebase, on a deux solutions. La première, c'est le Real-Time Database et la deuxième, c'est le Cloud Firestore. Moi, j'ai choisi la deuxième solution parce qu'elle est nouvelle et un peu plus adaptée à mes besoins, mais en vrai, j'aurais très bien pu utiliser la première. Pour faire simple, avec le Cloud Firestore, les données ne sont pas gérées comme d'habitude avec du JSON par exemple, mais ça s'en rapproche fortement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer et envoyer des données sous forme de tableaux avec des clés, des valeurs et organiser nos données un peu comme on veut pour que ce soit assez facile à gérer. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle accepte tous les types principaux de données, donc des entiers, des chaînes de caractères, des booléens et on peut également faire des tableaux. Donc ça c'est cool. En fait, pour être un peu plus précis là-dessus, le Cloud Firestore utilise une organisation des données sous forme de collections et de documents. Les collections, on les utilise généralement pour stocker des données du même type. Par exemple, pour tous mes utilisateurs, je vais avoir une collection utilisateur dans laquelle j'aurai un document par utilisateur. Pareil pour les posts, on a une collection pour tous les posts et dans cette collection, on a un document par post. Et à l'intérieur même d'un document, c'est là qu'on va stocker nos valeurs. Donc pour un document utilisateur,
On va pouvoir stocker par exemple le nom d'utilisateur, l'URL de l'image de profil, ou encore le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements. Et petite parenthèse, si ce genre de vidéo où je vous explique un peu comment je développe une application vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un gros pouce bleu ou un commentaire pour que je continue ce genre de vidéo. Bon, maintenant il faut définir la structure de la base de données. Donc comme on l'a vu, on a besoin de trois choses, des utilisateurs, des posts et des stories. Donc moi du coup, vous l'avez deviné, j'ai organisé ma base de données en trois collections, les utilisateurs, les posts et les stories, et à l'intérieur j'aurai un document par post, par story ou par utilisateur. Le truc à ce moment-là, c'est qu'il faut faire attention à pas recopier exactement le modèle de mon projet Xcode dans la base de données. Pour comprendre, prenons l'exemple d'un post. Un post, il peut être liké ou pas. Sur mon projet Xcode, j'aurai donc une propriété qui va s'appeler isLiked par exemple, pour savoir si le post est liké ou pas. Mais le problème, c'est que cette donnée-là est propre à un utilisateur. Donc on peut pas se permettre de dire dans la base de données, un post, il est liké ou pas. Ça n'aurait aucun sens parce que on est liké par rapport à un utilisateur. Donc là, du coup, j'ai dû réfléchir un peu à modifier l'organisation de la base de données, et ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai stocké tous les utilisateurs qui avaient liké le post dans le document correspondant au post. Alors maintenant, l'objectif, ça va être de remplir la base de données avec des données fictives, comme ça au moins on pourra commencer à tester l'application. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai créé quelques utilisateurs fictifs, quelques posts fictifs, et comme ça on va pouvoir créer le repo qui est l'objet qui va se charger de faire les requêtes vers la base de données. Ah, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un nouveau type de données qui s'appelle Web Response et qui permet tout simplement de savoir si on renvoie par le serveur une erreur ou bien des données. Voilà, maintenant on peut commencer un peu à tester l'application en faisant des requêtes pour voir si on récupère bien les données sur Firebase. Bon, ensuite j'ai continué à remplir ma base de données et à créer les requêtes sur mon projet Xcode, mais on fait face très vite à un problème qui est que les données sont organisées de manière différente sur mon projet Xcode et sur la base de données. Et ça devient une vraie galère si on n'a pas un minimum d'organisation. Ce qu'on fait en général dans ce cas-là, c'est qu'on crée des objets REST. Ce sont des objets qui sont dans mon projet Xcode mais qui reflètent exactement l'organisation sur ma base de données. L'avantage de ça, c'est que quand on récupère un objet donc sur ma base de données, on peut créer une classe qui va le transformer automatiquement en objet exploitable par l'application. Parce qu'on voit qu'il y a des trucs assez répétitifs, donc tout ça, ça peut être automatisé. Alors il y a un type d'objet aussi dans l'architecture clean code dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est ce qu'on appelle l'interactor. En fait, ce qui se passe, c'est que le repository, lui, va être chargé seulement de récupérer des données. Il va pas forcément essayer de les mettre en ordre, de les organiser, de les trier ou même de les regrouper. Parce que ça, justement, c'est le rôle de l'interactor, c'est-à-dire que l'interactor va demander au repo d'aller faire toutes les requêtes, d'aller chercher les données dont il a besoin, et ensuite, lui, l'interactor, il va les mettre en place, les organiser, les trier, et ensuite les balancer à mon application. Bon, tout ça c'est bien beau, mais jusque là, on a récupéré des données. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre à jour les données sur le serveur lorsqu'on appuie sur le bouton like par exemple, ou lorsqu'on poste un nouveau commentaire. Le problème, c'est qu'en SwiftUI, on utilise ce qu'on appelle des variables data. Alors pour faire court, une variable data, c'est une variable qui est utilisée pour créer une vue, pour créer quelque chose de visuel. Et ce qui est cool, c'est que à chaque fois qu'on modifie la variable, eh bien la vue est modifiée automatiquement. On n'a pas à se préoccuper de mettre à jour la vue en disant ok, ma variable elle a changé, du coup je dois mettre à jour là. C'est un bordel sinon. Donc pour ce qui est de la vue, elle se met à jour automatiquement, ça c'est cool, mais le serveur lui, à la base il est pas censé être là, donc il faut le prévenir qu'on met à jour une donnée. Et là je vous avoue que j'ai un peu galéré au début parce que j'essayais justement de chercher comment on pouvait détecter quand une variable d'état changeait de valeur. Bon, en vrai, avec quelques recherches sur Stack Overflow, le meilleur ami des développeurs, on s'en sort assez rapidement. Et là par contre, je vous explique même pas le moment de kiff quand tu cliques sur le bouton like et que tu vois en temps réel le serveur se mettre à jour. C'était vraiment kiffant. Franchement, je me rends compte de plus en plus que ce format de vidéo, j'adore vraiment, genre vous partager comme ça comment j'ai créé une application et puis vous montrer un peu le process en direct pour voir que voilà, tout n'est pas si facile qu'on pense et avoir la satisfaction à la fin de la vidéo de voir un résultat. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire si ce genre de format vous plaît, donnez-moi également des idées pour les prochaines applications. J'espère que celle-ci vous a plu, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez jeter un œil à mes autres vidéos juste ici et vous abonner en cliquant juste ici si c'est pas déjà fait. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.